Alors, mon intérêt sur ce bouquin, il date pas d'hier. En tout cas des voyages du fameux voyageur Ibn Battuta, qui est connu comme le voyageur musulman du XIVe siècle. C'est le Marco Polo oriental en fait. On connaît tous Marco Polo. Ibn Battuta, il est absolument inconnu en France, en Belgique, enfin il me semble en tout cas. C'est quelqu'un de... C'est une grande figure emblématique du monde musulman, puisque par exemple, l'aéroport de Tanger s'appelle l'aéroport Ibn Battuta. Et puis il y a des grands centres commerciaux, etc. Donc voilà. Et j'avais déjà un petit peu travaillé sur ce personnage, parce que je m'intéresse particulièrement au voyage d'une manière générale. Et Ibn Battuta, c'est le premier touriste de l'histoire finalement. Il part de Tanger au Maroc, et puis il fait en presque 30 ans, il fait le tour du monde. Ibn Battuta, c'est un juriste de Tanger. Il y a une statue d'ailleurs dans la casbah de Tanger de lui, enfin un buste. C'est un juriste qui, à 21 ans, dit à son papa et sa maman, chez qui il habitait, mes chers parents, je pars faire mon pèlerinage à la Mecque. Donc il part, on est au XIVe siècle, et puis il s'en va, et finalement il revient au Maroc 30 ans plus tard. Il fait d'abord tout le Maghreb, parce que son but c'est quand même d'aller à la Mecque. Il a très peur des bateaux, il a très peur de la mer, donc tous ses parcours, il s'embarque de temps en temps, mais la plupart du temps, il fait tout par la terre. Donc ça l'emmène à passer par la Somalie, par le Kenya, par l'Inde, le Sri Lanka. Il fait son pèlerinage à la Mecque, il repart, il en fait un deuxième, un troisième, il fait 4 fois le pèlerinage à la Mecque. Entre-temps, il épouse une princesse des Maldives, il est cadi aux Maldives après conseiller du sultan en Inde, il part en Indonésie, il remonte jusqu'en Chine. C'est un petit peu controversé, mais on a quelques traces, en tout cas peut-être pas jusqu'à Pékin, mais une bonne partie de la Chine, où il y avait aussi une communauté musulmane au XIVe siècle en Chine. Travailler sur ce bouquin, moi je suis encore une fois quelqu'un qui voyage quand même beaucoup. J'ai fait par rapport à toutes les destinations que Ibn Battuta a fait, ou les chemins qu'il a parcourus, j'ai fait à peu près une trentaine des pays qu'il a parcourus. Donc pourquoi est-ce qu'on a les récits d'Ibn Battuta? Parce que quand il est rentré à Fès, à l'issue de ses 29 ou 30 années de voyage, le sultan de Fès lui dit c'est super, tu nous racontes des histoires, des anecdotes, des choses. Maintenant, j'aimerais bien qu'on les ait écrites pour pouvoir prévenir les futurs voyageurs et leur expliquer un petit peu comment ça se passe. Et nous avons donc une traduction aux éditions de la Découverte, de 3 volumes de à peu près 400 pages, plus les annotations. Donc pour revenir au choix que j'ai fait, oui, alors j'ai privilégié l'Égypte, la côte orientale de l'Afrique, l'Inde évidemment. J'ai terminé le bouquin à la rentrée de septembre, et cet été je me suis permis un long voyage en Inde sur les traces d'Ibn Battuta, et notamment vers Calicut, dans le Kerala, dans le sud, où je suis allé dans la mosquée où Ibn Battuta a prié lors de son voyage à Calicut. J'ai essayé de coller, en tout cas moi ça me tient à cœur, de vraiment essayer d'aller sur place. Pour ce faire, j'ai toujours mes petits carnets de croquis, puis j'amasse une quantité assez incroyable de matériel que je vais utiliser ou pas, mais dans l'album Les Voyages d'Ibn Battuta chez Dupuis, il y a quand même beaucoup de croquis qui sont directement scannés de mes carnets et mis dans le livre. Je fais de Ibn Battuta un dessinateur, alors qu'il n'est pas du tout dessinateur. C'est encore une pirouette et un prétexte pour permettre de glisser mes propres dessins de voyage dedans. Donc c'est un témoignage graphique d'Ibn Battuta. Je fais de Ibn Battuta un soufi, parce que dans l'art musulman,
enfin en tout cas dans la religion soufie chez les musulmans, la représentation est encouragée, puisque dessiner le réel, dessiner l'homme, dessiner la nature, c'est se rapprocher de Dieu. Donc je fais d'Ibn Battuta un soufi, ce qui n'est pas du tout dans la réalité. Cette ambiance-là, je pense que avec la bande dessinée, on peut imaginer que c'était la même ambiance et la même atmosphère. Donc je me suis beaucoup inspiré de tout ça, des orientalistes, et puis la lumière, effectivement, on parle quand même de voyage, de Maroc, d'ailleurs, d'exotisme. Donc j'essaye de mélanger des couleurs assez ocre en base, et de redonner avec les costumes et les personnages ces rehautes de couleurs qui sont finalement très basiques, puisque j'utilise du bleu, du rouge et du vert, enfin, et un peu de jaune d'or sur les costumes et les personnages. Et le reste, le décor, moi j'aime bien cette atmosphère, enfin cette Égypte, par exemple, là j'étais en Égypte pour dessiner pour Ibn Battuta, j'ai pris un Felouk, j'ai remonté le Nil pour aller à Luxor, etc. Et c'est vrai qu'on a cette chromie absolument, c'est très monochrome, c'est très ocre, très beige, et puis de temps en temps on a des personnages avec des ânes qui passent, et puis ces points de couleur qui... J'ai essayé de garder cette atmosphère-là, même si on sent à travers les chapitres une évolution colorielle quand même, puisqu'il y a le Maghreb, l'Afrique, et puis après on passe dans des pays beaucoup plus verts, comme l'Indonésie, comme le Sri Lanka, qui sont, ce sont des forêts absolument fantastiques. C'est très vert, il y a des grandes rizières, enfin voilà, donc il y a quand même des atmosphères chromatiques qui varient dans l'album, mais globalement j'essaye de garder cette homogénéité en tout cas. Alors l'avantage de parcourir autant de pays, mais dans un monde musulman, c'est que la langue commune est l'arabe. Donc Ibn Battuta est berbère, mais sa langue c'est l'arabe. Le Coran est écrit en arabe, et comme quand même le fil conducteur de la religion musulmane est le Coran, et donc tous les fidèles lisent le Coran, ou en tout cas l'écoutent aux prêches à la mosquée. Donc il n'y a pas de souci de langue pour Ibn Battuta, il n'y a pas de souci. C'est en fait avoir un passeport et d'être musulman et de passer de pays en pays. Et il y a toujours une communauté, il y a toujours... Donc même s'il se retrouve sur les côtes somaliennes, il arrivera toujours, il parlera arabe, et tout le monde, il y a toujours un savant musulman, il y a toujours une mosquée, il y a toujours... on est dans un monde musulman, il ne faut pas oublier. Le voyage d'Ibn Battuta, encore une fois, c'est d'Al-Andalus à la Chine, dans la communauté musulmane. Voilà. On va parler de cette image en particulier. En fait, c'est le fond de la couverture de l'album. J'avais besoin de couleurs assez descendues, si je puis dire, pour pouvoir valoriser la figure du héros du livre, qui est Ibn Battuta. Si on prend, par exemple, si on prend l'album, là, que je vais vous montrer, là on voit le bateau avec la voile latine, hein, qui est une voile qui est commune à tout l'océan Indien, etc. Donc c'est assez représentatif. Il a fallu que je compose avec différents éléments qui pouvaient parler des voyages d'Ibn Battuta d'une manière assez générale. Donc j'ai mélangé une voile latine, la mer, qui est toujours... la mer, c'est le synonyme de voyage par excellence. Donc la mer nous donne une vision d'horizon, une vision d'ailleurs, donc c'est nécessaire d'avoir ça. Le personnage emblématique qui est Ibn Battuta. Et puis derrière, c'est un composite d'architecture pseudo-orientaliste, orientale, on ne sait pas bien d'où ça vient. Il y a un minaret, on sait que c'est l'islam puisqu'on a un minaret, voilà. On a des petits codes comme ça qui viennent composer l'image. Donc on a trois plans. On a le ciel qui est rajouté, un petit plan où on a zoomé dedans, avec la voile latine, l'islam avec le minaret, la mer pour les voyages, un élément représentatif, une ornementation locale, et puis la personnage emblématique du héros qui est en premier plan. Il
faut bien s'imaginer qu'en bande dessinée, enfin là on voit une image unique, mais en bande dessinée on travaille en double page. Donc on a vraiment un rapport de l'image en regard, c'est-à-dire si je fais une pleine page comme ça, soit c'est une ouverture de chapitre en page de droite, donc elle a toute sa force en ouverture de chapitre, on va raconter des choses plus détaillées par la suite, mais on donne une tonalité dès cette première image. Soit elle est en regard d'un récit, donc de vignette, d'un gaufrier comme on dit en bande dessinée, et à ce moment-là, il faut trouver l'équilibre et le contraste entre les deux pages. On réfléchit toujours en double page en bande dessinée. Là en l'occurrence, j'ai quelque chose de très compliqué à droite, si mes souvenirs sont bons, donc il fallait quelque chose d'assez dynamique et d'assez percutant, et avec une volonté comment dire, ascensionnelle, si je puis dire. On est très vertical, alors que sur la droite, sur la page de droite qu'on ne voit pas ici, on est très horizontal. On a des vignettes en long comme ça. Donc c'est un contraste graphique, visuel, linéaire, de dynamique. Donc quoi de mieux que le palmier pour rendre cette linéarité verticale, voilà. Au niveau des tonalités, parce qu'il ne faut pas que voir le trait, pour moi, j'encre pas mes planches, c'est toujours du crayon, et ce qui fait que quand je passe ma couleur, le crayon se fond beaucoup avec le tracé. Donc on a une image presque picturale entre guillemets et moins de bande dessinée. Ce qui m'oblige à donner des différences de tonalité, d'avoir un arrière-plan qui soit quand même assez monochrome malgré tout, hein. On a des ocres, des beiges, des marrons, des verts, mais des verts qui ne sont pas des verts flashy, hein, des verts qui se confondent bien avec le café, avec ces tonalités. Et l'anecdote, si on peut parler d'anecdote, une anecdote graphique, c'est la couleur des personnages qui vient ici et qui s'avance et qui partent à droite, à gauche avec la figure centrale d'Imbatuta qui est le héros du livre.